Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le projet AFP, qui est un projet qui s'appelle Twitterfoot. On va voir qu'on va parler de football hein, et puis de tweet, tout simplement. Et puis on va mettre du Storm et du Redis entre les deux. Présenter un petit peu tous les besoins et pourquoi on a choisi ces technologies. J'enchaînerai ensuite par une présentation de la technologie Redis. Peut-être que vous ne la connaissez pas. Bon, maintenant, elle est quand même bien rodée. Elle est utilisée par de nombreuses grosses applications hein, et acteurs du web notamment. Donc, je vous présenterai notamment la feature des sorties de 7, qui est une feature vraiment importante de Redis. Il y en a d'autres. Ensuite, je vous montrerai des cas d'utilisation qu'on a implémentés avec Storm sur la manipulation de tweets. Donc, voir ce qu'on peut faire avec des streams. Qu'est-ce qu'on peut en tirer est-ce qu'on doit... Nous, en l'occurrence, on fait des statistiques et on récupère des timelines. Dans une partie suivante, je vais vous présenter des implémentations différentes de fenêtres glissantes. Alors, il y a une partie un peu théorique dessus, donc je ne pourrais malheureusement pas aller trop dans le détail, parce que sinon, ça mériterait d'avoir une présentation entièrement dédiée aux fenêtres glissantes, qui sont un sujet un peu particulier. L'implémentation dans Storm qui est fournie est notamment assez complexe, avec des slot blaze counter. Donc, je vais essayer de vous présenter au moins le concept général de fonctionnement des fenêtres glissantes. Donc, je vais vous présenter deux implémentations. Une implémentation qui est faite entièrement en Storm et une implémentation qui se base sur Redis. Donc, il y a des avantages, inconvénients aux deux. Ensuite, je ferai un petit chapitre sur tout ce qui est testabilité d'un cluster. Donc, vous en doutez, mais quand on utilise une application de type Storm, basée sur Redis, donc il y a du NoSQL, il y a du in-memory, il y a plein de streams, il y a beaucoup de parallélisme. Tester tout ça, c'est un vrai challenge. Et c'est particulièrement obligatoire dès que ça devient complexe, sous peine de ne plus du tout maîtriser ce que fait notre cluster. Et dès que les débits vont commencer à augmenter, vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça. Vous allez trouver qu'il y a des consommations de CPU ou mémoire anormales, et vous aurez du mal à les tracer dès que le débit va augmenter. Voilà. Donc les tests, c'est un moyen de rendre la chose traçable et d'éviter des régressions, etc. Donc je vais vous proposer une partie sur des tests fonctionnels. Il y a d'autres manières de tester aussi, plus micro. Je vais vous montrer juste une méthode de test macro. Petite partie sur le monitoring et la supervision. Quels sont les outils disponibles avec Storm? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc, je vais présenter ce que nous avons mis en place. Il y a bien évidemment des tas d'autres solutions, des solutions plus poussées, moins poussées. Voilà, toute une question de compromis qui vous avez sous la main, notamment, pour gérer votre cluster. Donc, sachant que, je reviendrai un peu dessus, mais le retour sur Storm et Redis, c'est que le développement, c'est une partie, l'administration est une partie tout aussi importante de l'application. Voilà. Dernier point, c'est un petit peu un fourre-tout d'impression sur comment débugger, quelles sont des petites tactiques qu'on peut déployer pour mieux s'en sortir, et des bonnes pratiques de design général. Je pense que vous en connaissez un certain nombre, donc voilà. Alors, le projet AFP Twitterfoot, on tweet du foot du fun. Donc, c'est l'agence France Presse qui décide d'écouter un certain nombre de comptes Twitter qu'ils sont allés chercher eux-mêmes. Donc là, c'est le travail journalistique, là, c'est pas du tout nous. Ils ont cherché 7000 comptes Twitter, et ils ont classé dans une base de données, décidé qui est affilié à telle ligue de football, qui joue dans quelle équipe, etc. Donc il y a un vrai travail journalistique en amont. Et au final, on écoute plus de 7000 comptes aujourd'hui. Donc ça fait un certain nombre de débits déjà d'écouter 7000 comptes Twitter. On a 5 ligues de football suivies, donc la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas. Est-ce que c'est l'Italie aussi? Ça fait déjà 5, je ne sais plus. Bref. Je ne suis plus trop. Pour moi, c'est juste un paramètre en base de données, donc je ne sais plus. On a atteint des pointes qui vont jusqu'à 170 tweets par seconde. Donc là, on a du débit. Voilà, un cas d'utilisation où Storm nous aide quand même pas mal. Redis aussi, je vais revenir un peu dessus. C'est quand vous avez un fort débit en entrée et que vous décidez de faire pas mal de traitements intelligents dessus. Et donc, vous vous rendez compte que si vous voulez tous les traiter correctement, il va falloir paralléliser correctement tous ces traitements. Et Storm est un moyen d'aboutir à un résultat satisfaisant.
On fait de la recherche de tendance sur les hashtags, donc par exemple des classements, quels sont les hashtags les plus populaires de la journée, de l'heure, pendant le match, quels sont les hashtags les plus intéressants. Voilà. Notamment, on a un classement de popularité de joueurs, équipes et de panélistes, donc on recherche des mots-clés, donc pareil, des mots-clés, ça c'est défini par les journalistes, hein, c'est pas du tout notre travail. Ils définissent des mots-clés, Cristiano Ronaldo, Ribéry, etc. Et derrière, on a créé des compteurs sur des joueurs, sur des équipes et sur des panélistes. Panélistes, c'est plus facile, c'est directement référencé au compte Twitter. Donc ça permet à l'AFP, en l'occurrence, de savoir quels sont les comptes Twitter qui tweetent vraiment beaucoup, d'avoir une jauge de qui fait de la qualité ou pas, qu'est-ce qui est enrichissant, etc. Enfin, la feature principale de l'application, c'est de fournir des timelines. Donc des timelines comme quand vous vous connectez sur le front-end Twitter sur le web. On va voir une succession de tweets qui est peuplée en live par de nouveaux tweets qui sont affiliés, donc classés par l'AFP grâce à tout ce que je viens de dire, par équipe, par ligue et par match. Voilà, donc l'idée aussi, c'est, alors je ne sais pas si vous avez déjà suivi des matchs sur, je sais pas, 20 minutes ou etc. Vous voyez que les gens commentent en direct sur une page web. Bah, l'idée, là, c'est qu'on a en plus des tweets directement en live. En tout cas, c'est le service que veut vendre l'AFP. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors là, on voit mal, je ferai une petite démo après. Ah oui, là, on voit très mal. Oui, d'accord. Donc là, on a une timeline. Bon, avec un peu d'imagination, on peut le voir là. Là, on a un match. On voit des pics. Alors là, ça s'appelle, on évalue en live le débit de nombre de tweets à la seconde. Durant, là, c'est le premier mi-temps, mi-temps, deuxième mi-temps. Et là, on a des petits événements, genre début du match, remplacement, but. Ouais, alors là, je ne vois pas du tout. Là, ça doit être des cartons. Je vais regarder de mon côté, je vois mieux. Et voilà, donc ça permet d'introduire aussi le sujet. On a des croisements de flux, parce que ça, ce sont des données qui viennent du bureau des sports, qui sont un flux différent, qui sont pushés par XML, par d'autres services. Et derrière, on fait le merge et on affiche l'intégralité dans le front. Voilà. Et voilà, pour situer. Donc là, j'ai le classement de qui est en train de parler, les comptes Twitter qui ont plus tweeté sur ce match-là, les hashtags les plus populaires, si je trouve des mots-clés de player, etc. Voilà la base de fonctionnalité de notre application à l'AFP. Alors, voilà l'architecture. Alors, pour décrire un petit peu ça, en entrée, on a un serveur dédié uniquement à la connexion à Twitter. On utilise une connexion qui s'appelle Hostburn, qui est une gestion par stream. Derrière, on est abonné à beaucoup de comptes. On a un flux qui arrive beaucoup. Alors, petite note, logiquement, la limite physique, c'est 5000, mais nous, on a un accord spécial avec Twitter pour en mettre beaucoup plus. Donc derrière, ça nous push tous ces éléments. Derrière, on peuple notre base de données. Donc je vais revenir sur Redis juste après pour vous décrire un petit peu ce qu'est ce data store. On stocke tout ça dans une queue. Derrière, ce Redis, il nous sert à plein de choses. Donc on a un serveur Storm Zookeeper qui permet de gérer notre cluster Storm. Donc la partie cluster Storm, elle est là avec ces 3 serveurs. Donc on a 3 serveurs pour travailler. Voilà. Donc on parallélise actuellement sur 3 machines, plus une machine qui organise la répartition. C'est-à-dire ici on a Storm Nimbus, Storm UI et Zookeeper. Derrière, le flux est parsé, redistribué sur les workers. Donc là, derrière, on fait un dirty check, on récupère les données de Twitter qui ont été mises depuis l'extérieur. Derrière, nos machines, on va voir les streams après, un petit peu ce qu'on fait dessus. Ils classent les tweets, les remettent dans Redis, et derrière, on a un serveur tout bidon, assez classique, le plus simple dans notre architecture, qui est un serveur REST assez classique, qui lui va écouter Redis et va proposer des URL pour construire le JSON du front-end. Donc voilà, notre cluster. Alors, les points clés. Donc, on va utiliser Storm pour tout ce qui est tri des tweets, recherche de mots-clés notamment. Voilà. Des petites fenêtres glissantes aussi qu'on a implémentées. On utilise Redis dans un premier temps comme queue en termes de flux d'entrée. Donc, d'habitude, vous verrez, il y a plein d'exemples sur Kafka, sur d'autres trucs. Redis peut très bien servir de queue d'entrée aussi. Voilà. Après, il y a des avantages et inconvénients aux deux trucs. Utilisation de Redis pour la gestion et stockage des timelines. Alors ça, c'est un choix intéressant. On va voir, je vais vous montrer quelques modélisations qu'on a fait dedans. C'est déjà pré-câblé pour gérer des timelines. Voilà. D'ailleurs, Twitter utilise ça justement pour mettre à disposition les timelines.
En dernier point, le point le plus simple, j'en ai parlé, c'est le serveur Web Service REST, qui est juste un Jetty, et puis derrière, bon, après c'est du front. Je ne décris pas la partie front, ça nous intéresse moins, bon, il varnish du truc, et voilà. Et on a un cluster de 7 serveurs en tout. Donc ce n'est pas ce cluster-là, ça c'est un peu handmade, mais voilà. On a un cluster un peu plus beau. Voilà. Alors, dans un premier temps, Redis. Alors, c'est quoi Redis en quelques mots? C'est un data store, entièrement une memory. Donc déjà, on fait que de l'affectation en RAM. Alors, il peut swapper un petit peu quand il crée des dumps, etc., des petits cas particuliers, mais vraiment, l'intégralité est utilisée en RAM, en termes d'accès. Vous avez donc un data store de type key value. Donc ça, je pense que tout le monde connaît un petit peu, c'est assez classique. C'est implémenté en C, donc ça a été orienté par design côté performance. On décide déjà de tout mettre en RAM et de créer des accès et d'utiliser des algorithmes très optimisés pour que tous les accès soient le plus rapides possible. Donc le but, c'est vraiment d'être le plus rapide et de supporter au maximum le débit de requêtes en entrée. Et pour ça, ça marche très bien, c'est sa grande force. Il est mono-threadé, donc c'est un choix de design aussi pour faciliter les questions transactionnelles et la gestion atomique, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et comme il est très rapide, c'est pas très gênant en vérité. Ce qu'on a observé nous sur notre cluster, c'est que Redis, le CPU Redis se tourne les pouces la plupart du temps. Donc, ça, on n'a pas vu que c'était un inconvénient. Il supporte le mode publish-subscribe, donc vous pouvez vous en servir comme message broker si vous voulez, c'est possible. Vous pouvez décider de, par exemple, faire du publish-subscribe sur des timelines, mettre camel au milieu et redispatcher en WebSocket ce qui change. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire, par exemple. Donc c'est quand même bien pratique. Vous pouvez utiliser le publish-subscribe pour un usage personnel, c'est-à-dire vous publishez sur un truc de debug que vous pouvez récupérer ailleurs, pour que le moment où vous en avez besoin, vous récupérez les données de debug quand vous en avez besoin, uniquement. Voilà. Ce qui est quand même pratique. Ça communique sur un port TCP, donc il y a un protocole qui est bien documenté, qui est assez simple apparemment. Moi, personnellement, je n'y ai pas touché, mais bon, d'autres personnes ont décidé de faire des améliorations dessus, je crois, pour faire des reads spéciaux. Tout ça passe sur TCP, sur port 63-79 par défaut. Vous pouvez changer évidemment. Autre point intéressant, c'est que pour accéder à Redis, vous avez des clients dans à peu près tous les langages disponibles. Alors, il n'y a pas que Java, il y a Ruby, il y a Python, il y a Lua, il y a JavaScript aussi, parce que Node.js aussi peut y accéder. Bon, voilà, je ne vais pas détailler tous les langages, mais pratiquement tous ont une interface vers Redis. Et ça marche très bien. Dernier point, donc, la personne qui a créé Redis, c'est Salvatore Sanfilippo, donc aussi appelé Antirez. Voilà. C'est quelqu'un qui travaille pour Pivotal et depuis quelques temps, Redis est supporté par Pivotal. Voilà, donc, vous pouvez avoir du support aussi via Pivotal. Alors, quelques applications pour dire que Redis c'est quand même quelque chose qui est grandement utilisé dans plein d'applications populaires et que le web un peu s'appuie dessus. Alors, bon, il y a GitHub, il y a Stack Overflow, qui est quand même un sacré paquet de back-end. Flickr, Snapchat, évidemment Twitter. Et ça se comprend assez vite, on va voir après comment on modélise dans Twitter. Alors, quoi peut servir Redis? Est-ce que ça correspond à votre cas d'usage? Voici quelques exemples d'usages communs. Alors, par exemple, on veut améliorer les performances d'une base de données. Voilà, on sait que l'IO est très très lente. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça sert? Je me mets une base Redis devant, et puis je décide, via du code métier, à m'en servir en une sorte de cache, etc. Comme vous voulez, vous pouvez cacher les sessions. Ça dépend de votre usage. C'est juste de l'espace RAM que vous pouvez facilement setter. Donc, il y a des cas, il y a plein de cas où on utilise ça par-dessus MySQL. Par exemple, je crois qu'il y a des CRM qui ont des intégrations natives, je crois comme Joomla, je crois qu'il a une intégration native avec Redis. Des choses où pour gagner de la perf, on stocke en RAM. MongoDB, c'est assez classique. Il y a plusieurs grosses applications du web qui se basent sur le couple MongoDB-Redis. Voilà. On peut l'utiliser pour gérer finement un cache applicatif. C'est une bonne utilisation. Voilà. Et puis là, comme c'est facilement requêtable, on peut vraiment coder ce qu'on veut dessus. Voilà. Donc, l'inconvénient aussi, c'est que c'est à nous de le modéliser. Voilà.
Traiter des statistiques et des classements, ça c'est une des parties importantes et qui fait qu'on l'a choisi notamment. Donc c'est vraiment fait un petit peu pour faire ça. Donc on va voir après. Et dernier point, j'en ai parlé, ça peut servir de message broker. Voilà, gérer des notifications avec du publish subscribe, voilà. Donc c'est un vrai couteau suisse, ça a vraiment des usages variés. Là, Redis, je crois que ça veut dire Remote Dictionary Structure, je crois, je dis peut-être une bêtise là. Mais grosso modo, c'est un espace agençable en RAM distant que vous pouvez requêter. Voilà. Alors, voici les structures de données. Donc voilà, bon, j'ai mis une petite citation de Linus Torvalds, qui, pareil, réfère à un autre scientifique avant. Bad programmers worry about the code, good programmers worry about data structures and their relationships. Donc l'idée, dans le design même de Redis, a été de proposer des structures intelligentes vis-à-vis des performances. Donc voilà la liste des structures que vous pouvez utiliser dans Redis. Vous avez donc les sets, bon, là, je pense que tout le monde connaît, voit à peu près comment c'est fait. Notez que les sets, vous n'avez pas la main sur les implémentations de hashcode. C'est quelque chose de totalement implémenté dans Redis, qui est déjà optimisé, notamment pour l'emplacement de l'espace mémoire. Vous avez des listes, des hashes, des strings, qui sont juste des entrées simples. Et là, vous avez des structures plus insolites. Donc il y a les bitmaps, bon, voilà, des bitmaps, juste une map de billes. Hein. Ça peut représenter une image, entre autres. Les hyperlog-log, alors je ne vais pas revenir trop sur ces deux structures qui ont été des ajouts récents. Je veux vous encourager de regarder ça. Les hyperlog-log, c'est une structure probabiliste pour compter, hein, pour faire des classements de comptage. Mais comme c'est une structure probabiliste, il y a des limitations autour. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est très bien documenté. Disons que ça vous permet de faire des classements de comptage en probabiliste, voilà, sans trop donc, gaspiller de l'espace mémoire. Puisque comme Redis est tout en RAM, on va essayer de limiter, de faire attention à notre agencement dans la RAM. Dernier point, les sorties de set. Donc c'est ce que je vais vous décrire par la suite, qui est une feature qui, à mon avis, fait pas mal pour la popularité de Redis en termes d'outils. Donc là, on voit les listes, les sets, et là, on voit un sortie de set, et on voit bien que le parcours est un peu spécial. Alors, c'est une implémentation basée sur des skip lists. Ça vous permet, grosso modo, d'accéder rapidement à des éléments dans une liste. Voilà. C'est une grossière caricature. On va plutôt le voir côté utilisateur. Comme ça, vous verrez, ça sera plus facile de voir pourquoi ça a été construit comme ça. Alors, un sortie de set, c'est quoi? Donc déjà, c'est une manière d'indexer des données dans Redis. On n'a pas beaucoup des manières d'indexer. Celle-là est une manière de le faire. Et c'est quand même très efficace. Donc, elle est très utilisée pour plein de cas. Alors, on a une notion de score par élément. Donc, chaque élément dans un sortie de set, qui est un set trié, voilà, chaque élément possède un score qui est représenté par un double. Donc, c'est 64 bits, mais c'est uniquement 53 bits significatifs. Donc, méfiez-vous, si vous avez des ID en 64 bits et que vous les stockez directement en score, vous allez avoir des surprises. Donc, attention. Ça nous est arrivé, donc faites attention. Récupération d'un ensemble d'éléments par leur position ou leur score. Vous avez le choix entre les deux. Vous pouvez dire, donc les éléments sont classés automatiquement par score au fur et à mesure de leurs insertions. Et derrière, on peut demander, donne-moi les 10 premiers. Manière de faire, première manière de faire. Deuxième manière de faire, je connais mon score. Moi, mon score, c'est 10. Donne-moi les 5 au-dessus et les 5 en dessous. Voilà. Et Redis a implémenté les sorties de set de manière à ce que ce soit des queries extrêmement rapides. Donc, cumulé au fait que ce soit entièrement en RAM, ça nous donne un ensemble requêtable très efficace. Donc voilà, c'est une implémentation basée sur des skip lists des H7. Voilà. L'utilisation est extrêmement bien documentée et de manière générale, Redis est très bien documenté parce que vous pouvez calculer à l'avance le coût logarithmique de vos requêtes. Donc vous savez que vous êtes en haut de log de n plus m plus n request de machin. Vous pouvez le calculer dès l'écriture de votre script. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Vous pouvez le prévoir. Et ça, c'est quand même une garantie de pouvoir fixer les problèmes de manière raisonnée plutôt que de les fixer par hasard. Voilà. Alors, la performance élevée implique néanmoins une occupation mémoire supérieure aux structures classiques. Donc, comme il utilise des skip lists, il crée son set avec tous les scores. Derrière, il crée des jumps de liste qui indexent une partie. Donc, ça permet qu'en entrée, je demande la première skip list qui dit « Ah, tu es dans cette liste ou cette liste », il fait des bons. Ben, le problème, c'est qu'il construit des structures par-dessus la structure originale, donc il occupe plus d'espace en mémoire. Non, on n'a rien sans rien.
Alors, exemple d'utilisation, on a une opération classique qui est zadd, on ajoute un élément au z7, donc une valeur et un score. À noter que toutes les valeurs dans Redis, ce sont des strings au sens C, donc vous pouvez mettre du binaire aussi, donc voilà. Et vous pouvez donc vous ajouter un élément avec un score CT, comme vous voulez. Vous faites un zincrby pour augmenter la valeur du score, voilà. ZRange, donc c'est l'opération un peu magique qui nous dit donne-moi les éléments par leur index, et ZRange by score qui récupère les éléments par rapport à un score fixe. Voilà. Alors voilà un petit exemple comme ça. Alors ça c'est Redis CLI. Vous avez un CLI fourni avec Redis qui vous permet de faire vos requêtes tranquillement. Voilà. Alors je fais zadd, j'ajoute à la clé myz7 de score 1 l'élément 1, 2, 1. Derrière, je fais un myz7 0-1. Alors 0-1, c'est pour récupérer tous les éléments. Voilà. On peut faire des index négatifs pour récupérer les ensembles dans l'autre sens. Donc donne-moi tous les éléments de 0-1 avec les scores, et on voit bien qu'ils sont ordonnés par ordre croissant de score. Alors vous avez les requêtes inverses pour faire récupérer les éléments dans l'ordre inverse. Donc vous avez zRevRange. Voilà. Dans l'autre cas, alors c'est pas la même, j'aurais dû changer la valeur, c'est pas le même Z7, c'est un autre cas à part. Dans ce modèle-là, je les récupère par leur score. Et je récupère, bon là en l'occurrence, par moins l'infini plus l'infini, je récupère toute la plage du négatif vers le positif. Voilà. Donc voilà, j'ajoute mes éléments avec des scores, et derrière, je peux requêter facilement, suivant leur index, leur position et leur score. Et donc cette partie-là est extrêmement utile. Donc, par exemple, vous faites un jeu vidéo, vous stockez les high scores, facile, vous faites un zadd player, zadd rankings, le score du joueur avec le nom, le unique ID du joueur. Derrière, la personne veut récupérer son z-score, on fait un z-range autour du score et on récupère automatiquement. Vous avez peut-être vu ça sur des leaderboards. C'est une manière d'implémenter des leaderboards très facilement en Redis. Voilà. Donc on voit un peu le parallèle avec notre utilisation dans Twitter qui nous permet de classer les panélistes, les joueurs, etc. Donc c'est vraiment pré-tuné pour faire des classements. Alors, quelques exemples de modélisation qu'on a utilisés. On peut utiliser des tweets comme valeur. Donc là, vous de savoir si vous normalisez ou dénormalisez vos données. Dans notre cas, on a dénormalisé, donc on a mis tout le JSON dans les Z7. Donc s'il est présent ailleurs, il est dupliqué. Voilà. C'est un choix. Vous pouvez décider de mettre que l'ID qui pointe vers une clé ailleurs. Donc on décide de mettre la valeur du tweet dans le Z7 et on met le tweet ID comme score. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les tweet ID sont attribués par Twitter. C'est un projet open source qui s'appelle Snowflake et il a une propriété très, très intéressante, c'est que un tweet ID élevé, plus élevé qu'un autre, veut dire qu'il est plus récent. Voilà, ils sont time prévisibles et toujours dans l'ordre croissant. Donc il suffit de les classer avec les tweet ID les plus élevés et on récupère les tweets dans un ordre chronologique natif, ce qui est utilisé pour les timelines. Voilà. Donc voilà, alors voilà, ça c'est le premier cas pour faire un classement, enfin juste une timeline. Deuxième cas, c'est je décide de mettre le tweet ID comme valeur, par exemple, et je stocke le nombre de retweets comme score. Et comme ça, j'ai un score, j'ai un classement des tweets les plus retweetés. Voilà. Et là, on voit bien que Redis nous aide bien. Sinon, j'aurais dû coder beaucoup de choses nativement. C'est pratiquement tout de suite, clé en main. Alors voilà un exemple. Alors oui, alors j'ai mis voilà, c'est notre écran debug des tweets parce il y a vraiment beaucoup de choses dans un tweet. On ne peut pas afficher le JSON en entier. Donc voilà un exemple à 22h04. Donc ça, c'était le super match à Puel à PSG qui a eu lieu quelques jours là. Donc voilà. Donc, là, je vois la timeline. Voilà un Z7 qui représente ma timeline. Les scores sont les tweet ID. Hein. Voilà, clac, clac, clac. Ils sont bien dans l'ordre croissant et le plus élevé est le plus récent. Voilà. Donc, quand je demande, voilà, j'obtiens cette liste-là et voilà ce que je vois dans mon écran debug. Voilà. Avec des tas de messages. Bon, ceux-là sont cool. Il y a des messages, voilà. C'est du football, tout le monde tweet un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Donc voilà, on voit quelques trucs de debug, on voit des profils, on a des équipes, des paniers qui sont affichés à des équipes ou pas, des ligues, etc. Donc
voilà, après ça c'est du traitement métier chez nous. Alors, calcul des performances, the big O. Ouais, le gros O. Alors, la majorité des opérations sur Z7 sont en O log de n. Donc, si vous avez regardé un petit peu les structures de données, c'est quand même très bon. Si on prenait une comparaison, si on prend EureList par exemple en Java, comme base de comparaison, la plupart des opérations intéressantes sont en O de n. Voilà. Donc ici, on a quand même une belle structure. On voit bien que plus c'est gros, et on arrive quand même à un coût qui ne sera pas trop gros, même si notre Z7 contient énormément de tweets ou de données. Alors, Z-score est en O de 1. Alors voilà, demander le score de quelqu'un, c'est score fixe, aucun problème. Z-add, ajouter un nouvel élément, c'est en O log de n. N est le nombre d'éléments dans le Z7. Donc l'insertion, elle a un coût quand même qui est borné, en O log de n. Z-incr by, c'est pareil, c'est en O log de n. Donc changer le score de quelqu'un, voilà. Z-range, c'est en O de log de n plus m. M étant le nombre d'éléments que vous voulez récupérer du store. Donc on a quand même des performances quand même très bonnes, sachant que l'ensemble des données sont en RAM. Donc si on cumule les deux, c'est pratiquement imbattable. Voilà. Alors, les faiblesses de Redis, je vous ai montré la partie belle. Il y a des cas d'utilisation, bon, c'est pas vraiment fait pour. Donc, première chose, la clusterisation. Si vous voulez mettre plusieurs Redis, alors vous verrez que si vous faites des recherches, vous avez un mode Redis cluster qui est encore pas trop mature et qui est encore en train d'évoluer. Il y a quelques jours, il y a eu des grosses discussions entre plusieurs architectes sur Redis, sur les modes de fallback en cas de crash. Donc, bon, c'est pas encore trop mature sur cette partie-là. Alors, soit on le fait manuellement, on se dit qu'on est comme GitHub, on est malin, ou Stack Overflow, on arrive à faire notre clusterisation comme on veut. Il va falloir se retrousser un peu les manches. Donc c'est difficile à réaliser. Voilà. Ce n'est pas impossible, mais il y a un effort à faire. Ce n'est pas la même garantie que comme si vous avez un storage, je ne sais pas, Cassandra. Cassandra est déjà préfait pour scaler nativement. Redis, ce n'est pas trop fait pour scaler nativement. Donc si vous êtes dans une modélisation comme nous, mononœud, ça marche très bien. Après, si vous voulez mettre plus de nœuds, à voir si vous voulez faire du scaling horizontal, dans ce cas-là, c'est comme si vous aviez deux stores totalement différents qui ne sont pas liés, et dans ce cas-là, vous vous embêtez pas trop. Bon, vertical, avec les master slave, il y a des trucs qui marchent, il y a des cas où ça ne marche pas très bien. Voilà. Pas de rollback de transaction, bon, ça c'est un petit peu, il y a plein de storage qui sont un peu comme ça. Alors déjà le mode de transaction par défaut dans Redis c'est du optimistic locking, c'est-à-dire qu'on lock un certain nombre de clés, on regarde si quelqu'un est en train d'y toucher, et si quelqu'un y touche, j'attends, jusqu'à temps que tout soit libre, je fais passer ma requête. En lock optimiste. Il y a un moyen de faire du pseudo-locking pessimiste, c'est de faire runner un script Lua, je reviendrai dessus un peu plus tard. Mais par défaut, c'est du locking optimiste. La persistance des données a un impact sur les performances dans les deux modes proposés. Alors, vous avez deux modes. Vous avez un mode périodique, vous dites toutes les 5 secondes, quand tant de clés changent, je persiste un dump sur le disque. Voilà, et là, il fait un fork et il sauvegarde. Vous avez un autre mode append AOF, append on file. Donc à chaque fois que vous avez une nouvelle entrée, il rajoute un truc sur le disque en forkant le process. Bon, celui-là est vachement plus bourrin sur le disque, donc forcément vous allez dégrader les performances de votre storage. Bon, dans les deux cas, on va dire que ce n'est pas trop fait pour garantir un côté persistant très dur. Donc voilà, notamment dans le mode par défaut périodique, si vous crachez en cours, vous allez perdre les données entre le dernier dump et le moment voulu. Donc pour court-circuiter ça, vous pouvez mettre un autre storage derrière qui lui est transactionnel et utiliser les accès que sur le cache, etc. Donc vous pouvez modéliser différemment pour quand même garantir un niveau où on ne perd pas les données, mais par défaut, ce n'est pas forcément là où il est très fort. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas là où il est fort. Bon, dans notre cas d'utilisation pour Twitter, notre garantie est de fournir toujours le service et de peupler le maximum de tweets. Si on perd quelques tweets dans l'histoire, ce n'est pas trop grave. Voilà. Donc tout est en mémoire RAM. Alors attention, ça veut dire aussi que on n'a pas un espace infini, on n'a pas des téraoctets, contrairement sur un file system où on a une base de données. Donc ça veut dire que si on leak,
Même un petit leak, si vous avez un débit énorme de tweets à un moment donné, vous allez crasher parce que vous avez un out of memory. Vous avez un mode dégradé dans Redis qui dit que quand on arrive à la limite, il accepte que les reads et pas les writes. Enfin bon, voilà, vous n'avez pas quand même un truc qui tombe, mais bon, c'est raté quand même. Donc il va falloir être très délicat. Alors pour histoire, le jour où on est passé d'une ligue de football à 5 ligues, on a tout pété. Donc voilà, c'est parce qu'on avait des leaks, voilà, tout simplement, et que quand on n'a qu'une ligue, on ne les voyait pas trop bien, on se disait, bon, ça augmente, voilà. Là, du coup, on a augmenté beaucoup le débit, on a tout cassé. Voilà, donc ça arrive. Alors, il y a autre point, on n'a pas de version Windows officielle, mais vous avez un port, et je crois que vous pouvez utiliser Redis sur Azure de Microsoft aujourd'hui. Donc ça m'a l'air d'être assez mature. Il y a maintenant il y a des forks de Redis par plusieurs sociétés, donc l'écosystème s'est un peu évolué, a beaucoup évolué depuis. Alors dernier point, l'intégration à Java est minimale, bon, c'est suffisant parce que vous avez accès à toutes les fonctions Redis, mais vous n'avez pas d'intégration genre à Redis, JMS, etc. Blablabla. Bon, généralement le tooling à faire est assez simple à faire, mais vous n'avez pas ce genre d'intégration dans J2E de manière très fine. Ce n'est pas trop fait pour. Je sais que Spring Redis essaie de faire des choses comme ça. Je n'ai pas trop regardé. Voilà. C'est à peu près les deux qui sont connus pour les intégrations de Redis en Java. Alors pourquoi choisir Redis? Parce que bon, c'est pas parce que Twitter a choisi Redis que nous on fait des tweets aussi. Ça ne veut pas forcément dire qu'on devait forcément les copier. Bon, ceci dit, qu'on a choisi, on ne le savait pas. Bon. Les tweet ID sont ordonnancés chronologiquement par Snowflake, donc on a tout de suite vu que les timelines gérées par sortie de set, ça marche très bien. Voilà, donc ça c'est la garantie de performance en termes d'accès aux données et de débit sont quand même très très bonnes. Et on sait que ça tourne en prod sur tous les sites, les gros sites web. Donc c'est comme une garantie que ça marche. Donc c'est mature. C'est mature. Un data store à complexité modérée. Alors c'est toujours mettre entre guillemets parce que bon, quand on fait du data store en NoSQL, c'est pas vraiment un sujet trivial. Mais par rapport à Cassandra, c'est sûr que ça a l'air beaucoup plus simple, par exemple. Et encore que, bon, s'il y a des fans de Cassandra, ils vont peut-être me dire l'inverse, mais voilà, il y a d'autres storages qui sont d'apparence plus complexes. Et ça, c'est par design, puisque la personne qui a implémenté Redis a voulu faire quelque chose de simple d'utilisation. Le coût d'entrée est donc faible par rapport à d'autres storages. Redis, en une journée, vous avez quelque chose qui tourne. Et ça, bon, il n'y a pas tous les storages ne sont pas comme ça. Voilà. L'intégration est facile avec Storm. Là, on n'a vraiment pas eu de problème. Il y a des exemples déjà. Vous pouvez chercher sur Internet. Un tas de gens ont déjà intégré ça avec Storm. Donc, du coup, le coût d'entrée était quand même très faible. On avait pu avoir quelque chose qui tourne très rapidement. Et c'est pas trop, avec une technologie comme Storm, de pouvoir rentrer facilement dans un cluster qui tourne. Parce qu'on va le voir par la suite, je vais revenir dessus. Mais il y a un challenge d'administration aussi inhérent au cluster. Alors voilà, dernier point, perdre quelques tweets n'est pas si important pour nous. Donc ça correspond plutôt à notre cas d'usage. Si on devait traiter des flux financiers et tout, peut-être qu'on ne mettrait pas Redis. Hein. Voilà. Donc, voilà. Alors voilà pour la partie Redis. Voici la partie Storm. Alors, mise en place de flux et traitement en temps réel. Voilà pourquoi on met Storm avec Twitter. Twitter nous donne, via la connexion Osborne, des tweets en flux permanent. On les insère dans une queue Redis. Derrière, j'ai un Spout Storm qui fait du dirty check, donc périodiquement, il va chercher, il va récupérer la liste. Hop. Et derrière, il émet tous les tweets, un à un, tac. Derrière, j'ai un row bolt. On l'a appelé row parce que c'est le premier en entrée. Alors là, c'est le row fonctionnel, hein, parce qu'en termes d'instances, il y en a plusieurs, hein, évidemment, pour absorber le débit. Et derrière, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il parse le JSON, il se dit, tiens, celui-là, c'est un retweet, celui-là, c'est un tweet, celui-là, il a un mot-clé, celui-là, etc. Bon, c'est une grossière caricature, il y a plusieurs bolts pour classer les choses, mais grosso modo, vous avez toute une architecture où on définit des streams par le contenu, grosso modo, du content-based routing. Donc voilà, pour rappeler, donc le Twitter feeder, bon, c'est un rappel de l'architecture, une file dans Redis, Redis ensuite est dirty checké par Storm, c'est remis sur les workers travaillent, classent les tweets, insèrent des statistiques dans Redis et derrière le front-end donne le résultat en JSON. Oui. Pourquoi on ne peut pas faire des spots?
Alors, on l'a fait au début et on l'a décorrélé parce qu'on s'est dit, bon, alors déjà, si la connexion Twitter fail, pour la redémarrer, je n'ai pas envie de redémarrer Storm. Voilà, première raison. Donc, et puis pour les tests, tout simplement, je vais revenir dessus, pour les tests, c'est vachement mieux de se dire que Storm va regarder Redis, un élément externe. Parce que je peux moquer hyper facilement un tweet. Je me mets un Redis, bon, c'est du spoil sur les autres slides, mais je moque un tweet, je l'insère dans Redis, mon architecture, il voit que du feu, et il le processe comme un tweet normal. Et derrière, je vérifie l'assertion finale dans Redis et regarder qu'il est bien classé. C'est plutôt un tampon. C'est un tampon, Il ouais. n'est pas utilisé en publish subscribe. Alors, on aurait pu le faire en publish subscribe. On a remarqué qu'en termes de perf, ça marchait très très bien en mode je dépile. Alors voilà, c'est plus par facilité d'usage. Bon. Il récupère tous les éléments, il détruit la clé. Puis l'autre arrive, il remet la clé. Ah, donc c'est le spout qui. Ouais, le spout détruit quand il lit. Dans un script UA pour que ce soit atomique. Voilà. Au pire, vous auriez fait un TTL. Oui, on peut faire des choses plus. Alors, on va dire qu'au début, on avait pensé à ça, c'est vrai. Et au final, bon, comme ça marchait bien comme ça, on n'a pas voulu complexifier. Donc, bon, c'est plus par souci de ne pas aller dans l'over-design. Par contre, c'est plus intéressant, à mon avis, côté front, si on veut brancher des trucs qui écoutent en live, des timelines, etc. Publish Subscribe va plutôt nous aider plutôt au niveau front. Alors, à la recherche de données footballistiques. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les tweets? On trouve vraiment beaucoup de trucs, parfois des trucs qu'on ne devrait pas trouver. Mais donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des mots-clés, j'en ai déjà parlé. Donc, on a une liste de mots-clés. On utilise un algorithme pour trouver des mots-clés. Donc, nous, on a utilisé, pour information, on a utilisé RabbinCarp, qui est un algorithme très utilisé, par exemple, dans l'OCR, pour faire la détection de plagiat. Alors, pourquoi on a utilisé celui-là? Parce que le coût de matching, il est unique, c'est-à-dire que vous parsez qu'une seule fois votre texte en entier pour trouver une occurrence d'un nombre indéfini de mots-clés. Vous ne parsez votre texte qu'une seule fois. Parce que si vous faites des regex, vous devriez tester à chaque fois la regex avec divers termes. Plus vous avez de mots-clés, plus le coût du parsing devient énorme. Et RabbinCarp vous garantit d'avoir un coût plutôt faible, quel que soit le nombre de termes parsés. Voilà. Bon, je ne l'ai pas mis parce que ça mériterait 2-3 slides juste pour expliquer pourquoi on l'a choisi, mais il y a d'autres moyens. Donc ce qu'il faut comprendre sur les mots-clés, c'est qu'on ne fait pas de fuzzy string matching. Alors on pourrait faire du fuzzy string matching, vous verrez que d'habitude, ce que vous voyez notamment dans l'application test de Storm, vous faites de la détection de mots, des mots les plus utilisés, etc. Ça c'est du fuzzy parce que vous cherchez des expressions différentes, vous ne savez pas très bien ce que vous cherchez. Pour faire de l'approximation si vous voulez. Nous, on ne fait pas du tout ça, on cherche des mots-clés essentiellement parce que, en termes de charge, on avait quand même de sérieux doutes sur le fait de pouvoir réussir à faire des recherches de tendances, etc. Alors, on le fait sur les hashtags, ça marche, on fait sur les autres éléments, on peut pas, on a décidé de ne pas le faire. On fait le classement des tweets les plus retweetés sur des fenêtres glissantes, donc je vais revenir un petit peu sur les fenêtres glissantes un peu après. On fait le classement des comptes Twitter les plus actifs, etc., par thème, voilà, parmi les journalistes, parmi les joueurs, etc. On recherche des médias. Alors ça, c'est pour le front. Vous avez une bonne partie où on tape les images, puis on voit plein d'images. Voilà, ça, c'est un petit côté sympa. Et derrière, on fait des croisements de données avec le bureau des sports qui nous envoie le calendrier, parce qu'un match peut être décalé, être annulé, et il faut qu'on le prenne en compte et que les timelines soient accessibles ou pas, voilà, par rapport à des événements live, voilà, je sais pas, il y a une émeute ou je sais pas, il y a un accident. Donc il faut réagir par rapport à ça. Alors, mettre à jour la configuration en live. Vous avez des configurations, par exemple, chez nous, on a des mots-clés. On a une liste de joueurs, des tas de paramètres différents. Vous avez plein de configurations. Vous ne voulez pas avoir de downtime et vous dire il faut que je relance Storm et pour qu'il reparse la configuration. Alors, vous pouvez considérer que la configuration, c'est juste un flux comme un autre. C'est notre choix. Donc, on a un serveur externe qui manage les configurations. Donc, il a plein de confs diverses. Celui-ci push les changements dans Redis. Derrière, j'ai un scout de configuration qui fait un dirty check de temps en temps. Donc là, vous pouvez le mettre, je sais pas, à la minute si vous voulez. C'est beaucoup moins important.
et il regarde si ça change. Si ça change, bah, il émet la nouvelle configuration qui est un format JSON et il l'émet sur un stream. Et tous les bolts qui sont abonnés au stream sont notifiés. Voilà, se mettent à jour. Et donc, vous avez une mise à jour live de vos configurations. C'est pratique parce que vous avez plein de bolts qui ont plein de données de buffer mémoire qui comptent les trucs. Donc, vous pouvez mettre à jour à ce moment-là par ce stream. Voilà, Ça c'est natif ou c'est vous qui avez... non, c'est nous qui l'avons fait. Il y a une autre méthode qui a été ajoutée après, avec Storm 09, je crois, où ils ont réimplémenté un autre protocole qui est complètement décorrélé de Storm, des bolts et des streams, qui émet sur un autre... alors, je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça de manière totalement hétérogène, mais ils dispatchent sur un autre port réseau, je crois, des notifications. Ils ont géré des notifications entre éléments comme ça. Personnellement, moi, je n'ai pas vu vraiment l'importance de ça. On l'a traité comme on traite d'autres streams, voilà, de manière simple. Alors voilà, un front de Storm. Ah, et on voit vraiment pas grand-chose. Bon, vous allez devoir me croire sur parole. Alors, en haut, j'ai la version de Storm. Donc, nous, on est en 0.8. On n'a pas migré encore. On a eu un peu peur de migrer pendant que l'application tournait. On s'est dit, on va tout casser. Entre 0.8 et 0.9, il y a un changement structurel qui est vraiment important. Donc, je vous le donne aujourd'hui. C'est que l'implémentation du messaging a totalement changé. En 0.8, on passe par 0MQ. Donc, il faut installer 0MQ, compiler sur les serveurs, etc. C'était un peu galère. Et en 0.9, ils ont tout réimplémenté cette partie-là. On n'a plus besoin de 0MQ. Donc nous, on a eu un peu peur. Donc on l'a pas, c'est pour ça qu'on ne l'a pas EP pendant que le service tourne. Voilà. On le fera. Mais bon, pour l'instant, on s'est dit plus tard. Topologie, là je vois ma topologie, on n'en a qu'une. Bon, je reviendrai un peu sur les notions de design après. En vérité, ça serait mieux qu'on en ait plusieurs. C'est des notions de découpage. Et je pense qu'un bon découpage, c'est aussi de penser macro. Et de penser macro sur une application qui tourne sur le cluster, on peut la découper en plusieurs topos. C'est possible. Donc on voit le uptime, le nombre de workers, d'exécuteurs. Alors on en a 77, les tasks on a 131, c'est ça, je ne vois pas très bien. Là j'ai mes 3 workers qui sont référencés, 4 slots de workers, ils sont répartis. Puis derrière j'ai plein de notes de conf. Voilà, donc, si vous cliquez sur la topologie, dans l'IHM vous avez accès à d'autres données et c'est très bien. Vous aurez notamment, alors, slide d'après, vous avez notamment la liste des bolts et des spoots de votre cluster. Et du coup, vous avez cette super... Alors, vous voyez là, c'est immaculé, il n'y a rien. C'est bien. C'est les erreurs qui arrivent dans les bolts et les spoots. Donc, régulièrement, regardez ça. Et regardez, tiens, par exemple, concurrency, blablabla. Donc, vous pouvez avoir... Parce que souvent, dans votre Storm, vous allez mettre un buffer mémoire. Et suivant la concurrence, parfois, on n'y a pas pensé et on se fait taper. Donc, voilà. Donc, surveillez bien votre partie erreur et fixez bien tous les erreurs. C'est difficile par design en amont de se dire qu'on a forcément bon dans tous les cas. Donc, parfois, on peut juste être empirique et regarder que ça marche. Bon, c'est mieux de penser bien au début, mais c'est vraiment pas facile. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est pas facile. Voilà. Alors, exécuteur et task. Alors, pour revenir un petit peu sur cette notion, voilà, pour améliorer les performances, vous avez un bolt. Donc, dans le Storm UI, vous pouvez voir la charge de chaque bolt et dire tiens, mais en fait, c'est celui-là qui prend pas mal de millisecondes. C'est lui qui stresse un peu. Alors, comment je peux résoudre ça? Alors, je peux lui décider d'attribuer plus d'exécuteurs. Donc, j'augmente le nombre de threads qui va s'exécuter sur ce bolt, ce spout en question. J'augmente le nombre d'exécuteurs. Alors, bien sûr, il y a une limitation physique qui est hardware. Vous avez un nombre de CPU limité, vous avez de l'hyper-threading ou pas dessus, si vous avez des processeurs Intel ou pas. Donc, passé un certain moment, vous n'aurez pas de gain supérieur, même si vous avez mis plus d'exécuteurs. Vous allez arriver à une butée théorique. Derrière, vous pouvez augmenter le nombre de tasks. Alors, c'est quoi le nombre de tasks? C'est le nombre d'instances que vous avez de ce type de bolt, tout simplement. Donc, vous pouvez augmenter ce nombre d'éléments. Pareil, à bout d'un moment, si on l'algorithmique, vous aurez un niveau où ça ne sert à rien d'en mettre plus. Donc le dernier point, c'est le point qui nous embête le plus, mais qui met l'accent sur notre connaissance, c'est on change le design, on change les algorithmes. Et voilà, ça demande. Voilà, il faut prendre un crayon et un papier et travailler à l'ancienne. Oui. Donc je reviens sur exécuteur et task. Exécuteur, c'est sur un serveur et task, c'est. Non, exécuteur, c'est un nombre de threads par bolt spout, par type de bolt spout. Mais donc ça, c'est au sein d'un serveur. Au sein d'un worker. Et un worker est sur un serveur ou un serveur? Alors, je n'ai pas le schéma, c'est dommage. Alors, je vais essayer de le montrer.
Vous avez alors, Storm Nimbus qui est un serveur unique. Vous avez Storm Supervisor, vous en avez un par machine hardware. Derrière, Storm Supervisor se dit j'ai un nombre CT dans conf de nombre de workers. Et derrière, il va spawner, je sais pas, par exemple 4 workers, donc c'est 4 JVM sur la machine. Pareil pour l'autre, etc. Donc les workers, c'est une JVM qui tourne. Et Supervisor, il sert juste de watchdog des workers. C'est un watchdog, etc. C'est pour ça que Supervisor, il ne doit pas tomber. S'il tombe, il faut que vous le redémarrez à la main automatiquement. Donc je parlais après dans Supervision, vous avez des outils pour ça. Bon, il y en a plein. Et Supervisor, c'est lui qui, du coup, réaffecte les workers et tout, quoi. Donc l'idée, par exemple, c'est quand un worker tombe, vous pouvez décider alors, comment choisir le nombre d'exécuteurs, tasks, etc. 2, c'est peut-être pas mal d'avoir 2 workers. Alors c'est vraiment, là, chaque cas est unique, donc vraiment, je pense avec des trucs, des guillemets. Mais l'idée d'avoir 2 workers par machine où il y a un superviseur, c'est bien. C'est-à-dire si vous avez un worker qui die, qui meurt, qui crash, vous en avez quand même un autre qui tourne. Vous n'avez pas un hardware qui sert vraiment à rien sur votre cluster. Voilà, vous avez au moins une machine hardware qui continue de tourner. Donc après, le superviseur redémarre l'autre worker, et etc. On peut espérer. Donc le worker, il est pas lié à un volt en particulier? Non. C'est Nimbus qui décide de redispatcher. Vous pouvez avoir une. D'ailleurs, dans Storm UI, vous pouvez cliquer sur les bolts et voir, tiens, il y a une instance qui run sur tel worker et l'autre, etc. Vous pouvez avoir le détail de ça depuis Storm UI. Storm UI, vous allez le regarder beaucoup si vous utilisez Storm. Voilà. Et alors les tâches Alors les tâches, c'est le nombre d'instances de ce type de bolt. Alors par défaut, c'est le même nombre que le nombre de threads. Voilà. Voilà. Et vous pouvez décider d'en avoir plus parce que vous avez, par exemple, vous faites du field grouping, MapReduce, vous avez plein de choses que vous stockez par field grouping, etc. Donc vous décidez d'avoir plus d'instances pour avoir plus de buffer in memory, et c'est parce que votre algo est plus efficace si vous avez plus d'instances. Voilà. Bon, là, après, c'est du cas particulier. Mais vous pouvez décider de dire, tiens, j'augmente le nombre de tasks qui sont le nombre d'instances et ça sera tout de suite mieux. Bon, voilà, c'est un cas particulier. Malheureusement, il n'y a pas de règle générale. Je vous donne juste les leviers. Les 2 premiers, donc ça c'est bien, c'est parce qu'on peut le faire depuis la commande Storm. Le dernier, il faut faire une nouvelle version. Voilà. Alors, impression générale par rapport à Storm. Alors, le livrable de Storm est incroyablement simple. C'est juste un jar. C'est génial. Alors, on va dire que par design, Storm décide que le livrable ne doit pas être très lié au runtime du cluster. Alors, parfois, on entend des questions du genre « J'aimerais bien que ce bolt, il tourne sur cette machine-là. Forcément, j'aimerais l'hardcoder parce que cette machine a X propriétés, blablabla. » Ça, c'est un anti-pattern dans le style de Storm. Storm, pour lui, il se dit « Laisse tomber, c'est moi qui réattribue correctement le truc. Je veux que ton truc soit agnostique. Arrête d'essayer de demander ça. » Alors, on peut démarrer un cluster Storm avec des hints. Donc, c'est le paramétrage par défaut du parallélisme. Mais déjà, tout peut être refait au runtime. Au runtime, vous avez le Storm CLI, etc. Où vous pouvez rechanger le nombre de parallélismes, etc. Que je ne dise pas de bêtises, pas l'exécuteur, mais il y a des propriétés avec des Storm Rebalance où on peut rechanger. Mais c'est vraiment par design. Alors pourquoi faire ça? C'est simple, du coup, je dis c'est simple, non. Ça vous permet de coder que le fonctionnel d'un côté et c'est décorrélé de la manière dont c'est runné. Donc, d'une manière, vous avez fait une erreur de design et ça vous arrivera probablement parce que c'est très dur d'avoir raison au premier coup. Là, comme c'est qu'un livrable simple qui a plein de bolts, en fait, en interne, c'est une structure extrêmement complexe, rien ne vous empêche de changer tout refactorer et redéployer une nouvelle version sans que vous ayez quelque chose vraiment à changer sur votre cluster runtime, etc. Par exemple, si je devais faire un parallèle, si vous avez une architecture plutôt USB-like, SOA, etc., vous avez plein de mini-serveurs qui communiquent, qui s'abonnent à un broker ActiveMQ, vous avez dû remarquer que si vous voulez mettre à jour un certain nombre d'éléments, il y en a qui utilisent des autres trucs depuis ailleurs, donc la mise à jour, ça voudrait mettre tout à jour en même temps, etc. Parfois, c'est difficile, c'était un challenge. Bon, je caricature un petit peu la SOA, mais souvent, c'était un problème quand on avait vraiment plein de USB de mettre à jour une certaine partie des flux. Là, comme tout est wrappé dans la même abstraction dans Storm, ça nous donne beaucoup plus de levier sur le refactor. Le coût de l'erreur de design est plus faible. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Parce que Storm, c'est à la fois du runtime des serveurs, c'est la partie serveur, c'est la partie message broker qui est en interne et c'est la partie logique métier en même temps. Donc,
comme c'est un package en entier, ça fait que le livrable est simple, et du coup, demain, je peux changer, je peux tout péter dedans et changer et remettre dedans. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, hein. Mais le refactoring est encouragé par design. Et de toute manière, c'est bien parce que c'est très dur dans ce système de flux d'avoir raison au début. Tu ne peux pas fixer des votes sur des machines? Non. Parce que tu peux avoir des cas où, par exemple, les accès réseau, tu as Ouais. envie que toutes aient accès à l'extérieur et que certaines... Voilà, exactement. Mais les workers, du coup, doivent être homogènes. Essayer de faire en sorte qu'ils soient homogènes. Voilà. Alors, je dis pas que c'est pas possible. Je pense qu'on peut faire des hacks dégueux, mais bon, c'est pas fait pour. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut se dire que demain, je rajoute un worker qui est homogène aux autres. Je scale, hop, c'est juste un abonnement en conf et c'est fini. C'est la souplesse, du coup, on l'a après. C'est-à-dire demain, je retire une machine, j'ajoute une ligne de commande, rien d'autre, pas de plus de travail pour moi. La difficulté dans l'usage de Storm se trouve autant dans le développement que dans l'administration du cluster. Si vous décidez de le faire, ben vous le verrez. Donc vous avez plusieurs options, vous pouvez cumuler les trois. Alors, la première, c'est que vous êtes déjà ou vous devenez un DevOps. Voilà. Donc, voilà. C'est pratiquement un prérequis, vous allez devoir toucher un petit peu à de l'admin et avoir un petit peu regarder ce qui se passe. La deuxième option, vous avez quelqu'un de très compétent comme administrateur système et réseau, et donc il faut qu'il soit votre copain pour qu'il réagisse bien par rapport à ce que vous lui demandez de faire. Voilà. C'est toujours bien d'en avoir un et qu'il soit votre ami. Le dernier point, c'est que vous avez des utilités, déjà il y a des solutions cloud qui sont déjà pré-tunées pour faire du storm. Donc bon, dans ce cas-là, pourquoi pas. Alors après, la solution cloud n'est pas... alors je n'ai pas énuméré, mais il y en a plusieurs qui sont déjà pré-tunés pour essayer de faire quelque chose de bien. Donc c'est déjà ça de moins à faire. Voilà. Alors, autre point, les fenêtres glissantes. Alors voilà, c'est quoi une fenêtre glissante? Alors c'est un peu plus compliqué que ce compteur, hein, moi j'ai mis là. C'est un parcours d'un itérable sur un nombre fixe de n éléments. Bon, ok, c'est un itérable, c'est une sorte de conséquence de quelque chose qu'on peut parcourir. L'itérable, il est peuplé de nouvelles données au fur et à mesure, on ajoute des nouvelles données. Les données les plus anciennes sont enlevées à partir d'un moment. Et derrière, à intervalles réguliers, on calcule les n derniers éléments et on regarde et on fait une moyenne par exemple dessus. Donc c'est par exemple très utile pour calculer les débits en live, par exemple les bandes passantes, l'occurrence de mots-clés, etc. Par exemple, quand vous copiez un fichier d'un disque dur à un autre dans Windows, vous avez un calcul de temps de mégaoctets par seconde, etc. Donc probablement, ils ont une fenêtre glissante qui détermine le débit instantané. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire, tout simplement. Alors, par exemple, on veut calculer le débit de tweet. Donc c'est quelque chose qu'on fait, nous, dans notre application pendant le match. On voit bien que suivant les événements du match, parfois ça ne tweete pas beaucoup, un tweet par seconde, etc. Puis des fois, ça monte à 20, 30, 40, parce que, je sais pas, il y a eu un but et tout le monde parle du but en même temps sur Twitter. Donc on choisit une fenêtre. On décide de prendre en considération les 15 dernières minutes. Voilà. Ça, c'est fixe, c'est nous qui choisissons. On décide d'une fréquence de calcul. Toutes les 5 secondes, on recalcule. Clac. Derrière, on compte le nombre de tweets qu'on a reçus dans les 15 dernières minutes. Alors, pour que ça marche en incrémental, vous avez des structures particulières. Alors, il y a les rolling buffers de Storm. Je suis désolé, je ne pourrais pas les décrire parce qu'ils sont vraiment très complexes. Il nous faudrait une dizaine de slides pour en parler sérieusement. Plus facilement, je vais vous parler des Z7 Redis parce que c'est une autre memplem et l'avantage d'être beaucoup plus simple. Il y a d'autres avantages aussi, mais des inconvénients aussi. Derrière, grâce à ces structures, on obtient le débit live, soit 35 tweets par seconde, basé sur le nombre de tweets qu'on a reçus depuis les 15 dernières minutes, et ce calcul est renouvelé toutes les 5 secondes. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir une donnée entre guillemets live. Donc c'est là où on voit, là c'est toute la complexité du temps réel qui est donnée. C'est que le temps réel, c'est vraiment qu'une approximation. Parce que là, pourquoi j'ai choisi 15 minutes plutôt que la journée, plutôt que les 5 secondes, plutôt que les millisecondes? Suivant les cas d'utilisation, chacun a un scope d'utilisation propre à son métier. Pour quelqu'un, le temps réel, c'est la seconde. Pour quelqu'un, le temps réel en rendering, en OpenGL, c'est la milliseconde. Donc chacun a une notion du temps réel qui est différente. Ça va se retrouver dans les paramètres que vous avez dans les choix des fenêtres glissantes, et ça se retrouvera dans votre design Storm, en fait, métier. Ça sera finalement proche de votre métier, de se dire, en fait, ça, on considère que c'est rapide, ça, on considère que c'est pas rapide. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc, ça remet l'accent sur nous autres, ingénieurs. Voilà. Alors,
Implémentation avec Storm. Alors Storm peut servir à calculer les fenêtres glissantes, donc les sliding window en anglais. En fenêtre glissante, vous aurez du mal à avoir un résultat intéressant si vous le tapez en français. Donc, je vous mets sliding window, vous aurez des portes coulissantes, enfin, des choses qui n'ont rien à voir. Donc chaque donnée possède un timestamp. Donc un tweet c'est facile, on a un created at, on a le timestamp. Du coup, le timestamp nous dit oui, il est éligible à la fenêtre glissante en cours ou pas, etc. Donc voilà, ça nous permet de calculer, il va compter dans le calcul ou pas. Derrière, on le met dans un buffer en mémoire qui compte les occurrences de ce tweet, par exemple. Voilà. Le nombre de tweets, voilà, il fait +1, +1, +1, dès qu'il y en a un. Une tâche calcule le débit à intervalles réguliers, donc on a une sorte de batch récurrent. Donc les batchs récurrents, c'est les tick tuples en Storm. Vous pouvez décider qu'un Storm exécute une méthode à lui, toutes les tant de secondes, tant de millisecondes, etc. Vous avez un paramètre pour ça qui s'appelle un tick tuple. Donc pour implémenter une fenêtre glissante en Storm, on a des tick tuples et des rolling buffers. Alors voici le schéma de principe. Alors c'est l'exemple qui est donné sur le GitHub. Je vous recommande, si ça vous intéresse, grandement la lecture de cet article en entier, et probablement il faudra le lire plusieurs fois. Donc, je vais essayer de grossièrement caricaturer ça. Donc, pour eux, ils décident de compter l'occurrence de mots. Donc, ils appellent un word put. Donc, derrière, il a un symbole de role map. Donc, il prend le nom de tous les mots, puis il les dispatche un à un. Derrière, il arrive dans un rolling count bolt qui va servir de reduce, le premier reduce. Déjà, il calcule sur 9 secondes, donc il a un buffer en mémoire en 9 secondes, il dit est-ce qu'il est éligible ou pas, je fais +1, +1, +1 sur le mot en question, sur le terme en question. Derrière, toutes les 3 secondes, donc lui il a un tick tuple, il fait un reduce, parce que là il a un flux énorme. Donc là, lui, tous les 30 secondes, il agrège, il dit j'émets Cristiano Ronaldo qui a été trouvé 4 fois, voilà, par exemple, voilà. Il arrive dans un autre reducer en entrée qui agrège plusieurs mots-clés. Alors, notez que celui-là, ce reducer, on pourrait le supprimer, on pourrait tout de suite faire le calcul final qui agrège tout directement. Ils l'ont rajouté dans le design pour se dire que si on avait un demi très fort, on a une deuxième soupape de réglage ici. Voilà. Et derrière, on crée un rankings de plusieurs joueurs, l'autre il crée un rankings de plusieurs joueurs, et lui il agrège tout, et ça nous crée le classement des joueurs compté des 9 dernières secondes. Voilà. Alors, ça semble simple comme ça, la magie elle se trouve ici, dans la structure du rolling buffer. Donc, ce bolt, il est précablé ou c'est à toi de le coder? Ah, il y a un exemple entier fourni avec Storm, Dieu merci. Mais regardez-le parce qu'il n'est pas trivial. Voilà. C'est efficace, ça marche bien. Ça marche bien. Et donc là, l'avantage, c'est que vous avez du MapReduce dans cet exemple, vraiment fourni en entier. Et du coup, vous pouvez jauger, avoir plein de réglages par rapport à votre débit d'entrée et vos occurrences. Vous avez plein de possibilités pour scaler correctement. Voilà. Alors, MapReduce avec tick tuple, donc du coup, je reviens un peu sur le principe. On a des bolt maps qui émettent chaque mot. Derrière, j'ai un bolt qui agrège dans un buffer le nombre d'occurrences, il les compte le nombre de fois où il le trouve. Il met dans un buffer mémoire. Derrière, à période régulière qu'on tune, il émet juste un message. Donc c'est là où a lieu le fameux reduce en fait. Sur n messages, j'en envoie qu'un, qui envoie, j'ai compté le terme Intel tant de fois. Voilà. Et derrière, on peut refaire du reduce derrière, etc. Donc ça marche très bien dans des rôles de type MapReduce en temps réel. Storm, c'est très pratique pour ça. Alors voilà un bol de type ranker, à la fin, il fait ce qu'on appelle un global ranking. Donc lui, il écoute vraiment tous les bolts en sortie, ce qui peut faire un certain nombre énorme. C'est pour ça que dans l'exemple précédent, ils ont mis un autre intermédiaire entre les deux, parce que sinon, le final, il peut bouffer beaucoup de messages. Voilà. Et lui, à la fin, il récupère toutes les données, donc il peut l'agréger à un truc final et donc publier le résultat final. Alors, voyons le côté facile, c'est le côté Redis, parce que la structure ZZ, elle nous permet de le faire nativement en vraiment pas beaucoup d'efforts. L'implémentation avec Redis, on stocke les données brutes de comptage. Par exemple, à 23h, j'ai une fois Ronaldo et eu 2 fois Ribéry. À 23h01, à noter que là, c'est moi qui ai décidé le découpage par minute. C'est à chacun de choisir la durée. On peut décider... Sachant que ça prend de l'espace en RAM, à vous de voir quel est le compromis que vous voulez avoir. Vous pouvez prendre juste un buffer de 23h à 23h05, etc. À vous de modéliser ce que vous voulez stocker en base.
Alors derrière, à 23h01, j'ai eu une fois Messi, à 23h02, j'ai 3 fois Ronaldo, 2 fois Messi. Derrière, j'ai une commande qui s'appelle Z-Union. Je prends les 3 Z7, j'additionne les scores de tous les éléments, bam, ça me donne un Z7 final. Hop, j'ai le ranking. Voilà. Donc ça se fait très facilement en Redis. Bon, l'inconvénient, c'est que je stocke dans Redis. C'est des données qui sont difficilement prévisibles en termes de size. Imaginons, il y a un match de foot, tout le monde tweet vraiment beaucoup et avec malheureusement plein de noms de joueurs différents. Et du coup, on peut spammer un peu notre data store sans que ce soit vraiment très prévisible. Voilà, bon, c'est le côté, il faut toujours avoir un peu de marge sur Redis. C'est toujours bon de ne pas être proche de la limite. Voilà. Et derrière, on fait l'union, on a le classement final, ça marche. Voilà, donc voilà un exemple de fenêtre glissante de 3 dernières minutes. Et donc, toutes les minutes, je recalcule et je reprends les Z7 des 3 dernières minutes, je fais la Z-union et j'ai le nouveau calcul live. Alors, avantage et inconvénient des deux méthodes. Vous avez 2 manières de faire. Je vais vous présenter 2 manières de faire. Donc, je ne vais pas montrer la magie du rolling buffer Storm. Bon, si ça vous intéresse, je vous encourage de regarder. Alors, l'implémentation Storm, elle permet de faire du MapReduce facilement. Alors, on voit que le MapReduce, en Redis, un petit peu moins. Le Z-Union, il peut bourriner si on prend beaucoup d'entrées. Voilà. Donc, c'est un peu plus bourrin. On peut faire du MapReduce aussi en Redis. Il faudrait faire des Z-Unions sur plusieurs petits trucs, puis refaire un Z-Union. On pourrait faire des choses comme ça. Voilà. Bon, là, je ne l'ai pas fait. Nettoyage des buffers, il est autogéré par les structures fournies. C'est un peu la magie des rolling buffers, c'est que les données anciennes sont automatiquement virées et ça ne prendra pas plus d'espace en RAM en théorie. Donc ça, c'est la magie de cette structure. Ça utilise la RAM de la JVM, ça c'est le vrai paramètre différent. C'est-à-dire que si votre worker, si vous avez beaucoup de choses à compter, c'est un peu comme Redis, vous pouvez faire un out of memory parce qu'il n'y a pas de magie, c'est stocké dans la JVM. Et donc, qu'est-ce que ça passe? Ça détruit le worker, puisque vous avez un out of memory. Et donc, vous perdez le buffer en cours. Le buffer, il est perdu avec la JVM. Alors, qu'est-ce que ça fait? Si c'est un buffer sur les 3 dernières minutes, vous en foutez. Si c'est le buffer qui tourne depuis 2 jours, c'est un peu critique, quoi. Donc c'est... voilà. Il y a des avantages, inconvénients, tout ça. Alors l'avantage, c'est qu'avec la RAM JVM, c'est scalable, parce que demain, vous avez besoin de plus de RAM, vous mettez plus un worker, vous redispatchez votre parc machine, vous avez un peu plus de tuyaux pour comment gérer ça. Le problème, c'est que si ça crache, voilà, suivant vos cas, ça peut très bien pas être quelque chose pour vous. Si c'est critique et c'est sur une longue période de données, ça ne me semble pas forcément un super choix. L'implémentation Redis, du coup, on a les données brutes, si c'est dans Redis. Donc à moins que Redis tombe, votre worker meurt, il redémarre, il reprend le calcul là où il a eu déjà le calcul dans Redis. Donc on ne perd pas le buffer en cours. Donc, inconvénient, on utilise la RAM de Redis, donc on peut avoir un out of memory. Voilà. Le nettoyage des valeurs dans Redis, c'est manuel, donc c'est à nous de bien gérer le nettoyage. On rajoute de la charge sur Redis. Bon, personnellement, nous, on n'en a pas vu. Le CPU, il fait vraiment pas grand-chose. Alors, autre gros point qui est intéressant, c'est la testabilité. Alors, les tests d'acceptance. Alors, pourquoi on doit en faire et comment? Alors, c'est une technique permettant de valider une fonctionnalité par l'exécution de tests, donc des tests d'acceptance, avec succès évidemment. Ça s'apparente à un test de type boîte noire. J'ai quelque chose, en l'occurrence là, la boîte noire elle est énorme puisqu'elle représente Redis, Storm, etc. Donc c'est quand même un gros paquet qui est moqué. Il est possible d'intégrer ce mode de validation dans un process agile. Donc je ne dis pas que c'est forcément ce qui est à faire ou ce qui est bien ou pas, mais c'est quelque chose en tout cas que vous pouvez envisager et adapter par rapport à votre process. Alors, nous on a utilisé un outil qui s'appelle Cucumber. Vous avez peut-être déjà utilisé, hein. C'est du Behavior Driven Development. C'est un framework de tests qui permet de mettre en place notamment des tests d'acceptance, des tests fonctionnels. Alors, originalement, c'est un outil qui est codé en Ruby, mais il a été porté en Java et ça marche très bien. Alors, la grande force de Cucumber, c'est d'avoir un DSL plutôt sympa, qui fait un mapping propre entre j'écris mon scénario et derrière j'exécute du code. Ça s'intègre heureusement bien avec les outils classiques de test comme Mockito, JUnit, etc. Choisissez celui que vous préférez. TestNG, je crois que ça marche aussi. Donc bon, voilà.
Alors voilà un exemple de ce qu'on peut écrire en Cucumber. Donc on a un DSL, comme j'ai dit. Donc là on a une feature, par exemple, top N des joueurs dans la global timeline. Donc global timeline, c'est la timeline de tweet qui récupère tous les éléments d'une ligne. Et là j'écris un scénario de test, donc scénario outline avec un titre. Donc là je mets ce que je veux. Derrière, j'ai une manière d'écrire mon test en given, when, then, qui est un petit peu la manière d'écrire les tests de manière générale. C'est une bonne pratique. Voilà, donc c'est complètement intégré dans Cucumber. Donc je mets given panelist, donc c'est la donnée de départ. Donc, là, on a le droit de mettre un mot-clé and, mais c'est end qui est comme given. When, donc là j'ai un événement qui sera envoyé. Donc là par exemple, c'est quelqu'un qui va émettre un tweet. Donc je vais moquer un tweet et l'insérer dans Redis. Then, donc là c'est l'assertion finale, je dois vérifier que le joueur est bien trouvé avec un score de 1. Si je l'ai tweeté une fois, à la fin, je dois bien voir que son score est 1. Donc voilà des exemples. Alors voilà, c'est plutôt bien fait, l'outillage, il nous formate le truc comme ça marche bien. Et je mets un exemple, voilà, delete, keyword, tweet, voilà. Ça marche bien. Derrière, j'ai un autre scénario, donc je peux mettre plusieurs scénarios l'un après l'autre et ça marche très bien. Alors, après, comment ça marche? Cucumber, il est appelé depuis un test JUnit, donc vous avez bien une classe JUnit d'entrée avec la notation at, run with, avec le runner Cucumber. Le fichier feature est parsé parce que vous y faites référence depuis le test JUnit. Vous avez une classe qui est nommée stepDef, donc ça c'est un peu la magie. On va dire que c'est Cucumber qui par réflexion va chercher la classe qui correspond parce qu'elle est suffixée stepDef. Voilà. Vous pouvez le préciser, l'hardcoder avec des paramètres si vous voulez. Derrière, il match des phrases. Donc, comment il match les phrases de notre scénario? Il le fait par regex. Donc, par exemple, là j'ai la regex de global player counter off avec un paramètre is, un autre paramètre. Ces paramètres vont pouvoir être injectés dans une méthode Java de mon test. Et du coup, c'est comme ça qu'il fait le mapping du fichier précédent avec une classe Java, avec des annotations at, given, when, then sur les méthodes. Voilà. Et derrière, c'est bon, je n'ai pas mis les détails parce que si je devais mettre les classes d'exemple de ce test, ça prenait trop de slides. Et surtout, le mock n'est pas si trivial que ça. Parce que, résultat, ce qu'il faut faire dans votre test JUnit, c'est que dans la phase before, vous devez lancer votre local cluster de test Storm. Vous devez mettre Redis en configuration de test, donc avec une base de données vide. Injecter les données par défaut que vous avez besoin pour Redis. Après, dans le given, vous insérez les données par défaut. When, vous moquez l'insertion du tweet. Et dans then, vous faites un poller qui regarde dans Redis si la donnée est bien insérée. Et là, vous avez un test end-to-end avec Storm. Alors voilà, description totale. La phase de préparation démarre la topologie, initialise les données dans Redis. J'exécute le scénario, il simule l'arrivée d'un tweet forgé dans Redis. Voilà. Dans le when, il appelle la méthode, il l'envoie. Storm, là si je l'ai bien codé, il trie bien son tweet. Voilà. Derrière, dans Cucumber, je mets un poller qui périodiquement regarde Redis. Il dit est-ce que c'est bien classé? Si c'est bien classé, c'est success. Et sinon, j'ai mis un timeout. Si passé un certain temps, il ne trouve pas la donnée, c'est que le test ne marche pas. Voilà. Voilà une manière de faire un test end-to-end avec Storm. Ça peut vous aider, notamment. Alors, c'est vraiment prendre le sujet de l'extérieur. Mais ça vous permet, sur des traitements complexes, d'avoir quand même un truc automatisé qui a un fil de protection quand même intéressant. Voilà. Donc, phase terminale du test, il faut stopper le cluster et nettoyer Redis du côté Redis de test. Voilà. Vous ne vous trompez pas, mettez bien Redis de test. Voilà. Donc, l'avantage aussi de cette modélisation avec Cucumber, c'est que j'exécute le scénario. Pas le scénario, le fichier feature de Cucumber. Donc je peux mettre plusieurs scénarios les uns en dessous des autres. Et tant que j'ai un autre scénario en dessous, je ne redémarre pas ma topologie. Alors, parce que, entre guillemets, si on devait faire vraiment chaque partie à part, ça met un certain temps quand même à démarrer, à préparer les données, etc. Ça peut être très long à s'exécuter sinon. Donc l'avantage, c'est que du coup, vous faites un feature avec plein de scénarios, et du coup, là, pendant l'exécution de la feature, vous ne redémarrez pas la topologie, donc vous pouvez en passer plein. Voilà. Alors, pourquoi faire des tests end-to-end? Bon, faciliter le débogage, bon, c'est plus ou moins vrai. Parfois, on sait que ça a cassé. Où est-ce que ça a cassé? Ce n'est pas toujours trivial de savoir où c'est. Voilà, suivant votre architecture. Mais quand même, on a quand même un point d'entrée. On sait déjà que ça ne marche pas.
Ça nous permet de documenter les fonctionnalités. Là, l'avantage, c'est que du coup, la feature, elle est écrite littéralement dans un fichier feature. Donc c'est ce qu'a voulu le client. Il voulait que quand quelqu'un tweet ça, ça fasse ça au compteur. Et mine de rien, c'est bien pour vous, c'est bien pour le client, et c'est bien pour ceux qui viendront sur le projet après vous. Voilà. Troisième point, éviter les régressions. Oui, bon, ça c'est un garde-fou classique. Alors, le côté négatif, vous en doutez, c'est que c'est coûteux à maintenir. Les tests avec mock complexes, donc si on fait un mock hyper compliqué, c'est plutôt fragile. C'est-à-dire que demain, je fais un petit modif, pour modifier hop, un petit peu un champ et tout pète. Donc, bon, ça peut être casse-pied à réparer, ça peut être décourageant. Si vous ne les maintenez pas, c'est la mort des tests. Donc, grosso modo, le temps que vous avez investi dessus, il est un peu pour rien. Donc, c'est le côté négatif. Attention de ne pas gaspiller la workforce. Sans l'application d'un membre de la partie métier, c'est qu'un outil de développeur. Et si c'est qu'un outil de développeur, il n'y a pas forcément recours, quoi. Donc, parce qu'on a des objectifs un peu différents. Le mieux, pour que ça marche bien, c'est que vous ayez vraiment vous le présentez à votre client et le client se dit « Ouais, c'est ça, mes features, je les mets exprès dans un fichier comme ça. » Et puis derrière, on se débrouille. Si vous n'avez pas d'application là-dessus, ça sera compliqué de les faire vivre. Je ne dis pas que c'est impossible, mais voilà, ça va être en conflit avec d'autres besoins. Alors, partie monitoring et supervision. Alors l'architecture distribuée, petit rappel sur ce qu'on a. On a un serveur Zookeeper de coordination pour Storm. On a Storm Nimbus qui est l'agent sort entre tous les Storms. À noter que tous les messaging ne passent pas par Zookeeper, c'est vraiment important. Nous, ça passe par 0MQ parce que c'est une vieille version de Storm. Ils ont un nouveau système de communication dans Storm 09. Donc, ils ne passent pas par Zookeeper, sinon ça mettrait de la charge sur Zookeeper, ça pourrait le faire écrouler, et puis c'était pas si rapide que ça, donc ils passent par d'autres biais. On a un Storm Nimbus qui agence tout ça. On a des Storm Supervisors qui sont par machine hardware. Derrière, le supervisor démarre un certain nombre de workers. Supervisor sert de watchdog ou worker. Derrière, j'ai un serveur Redis et dernièrement, j'ai des serveurs REST pour le front-end qui sont bidons. Voilà. Alors, déploiement, comme ça va être, vous vous rendez compte, ça fait quand même 7 serveurs, donc c'est quand même beaucoup de choses. Ne le faites pas à la main. Donc, nous, on a utilisé Jenkins. Évidemment, vous avez des solutions beaucoup plus élaborées pour faire du déploiement aujourd'hui. Vous avez du Puppet, etc. Bon, nous, on a utilisé un peu la solution du pauvre parce que c'était facile à mettre en place et on le connaissait bien. Donc, on a mis Jenkins et on a tout scripté dedans. Alors, bon, certains vous diront que maintenant, on peut faire mieux. C'est vrai. Tout dépend de vos connaissances de base et de l'investissement que vous voulez avoir dessus. Une chose est sûre, les opérations les plus courantes, vous devez les faire depuis un push button. Hein. Vous n'aurez pas le temps le jour où ça foire de le faire à la main. Et ça devient rapidement compliqué. Donc, préparez votre job. Même les pires, genre reload, Redis, crash, etc., ça vous sauvera peut-être la vie. Et puis, vous ne serez pas toujours dispo quand ça va crasher, etc. À l'AFP, il y a des chefs de car, ils savent très bien manager les serveurs, parce qu'il faut que ça soit up. Comme c'est une société qui est basée sur l'actualité, ils sont très très réactifs quand ça casse pour redémarrer tout. Mais encore faut-il leur donner les moyens de pouvoir réagir vite. Donc, si on leur prépare ça, ça marche bien. Voilà. Script pour toutes les tâches courantes, etc. Donc, voilà. Alors, monitorer les process, vous avez plusieurs manières de faire. Vous verrez beaucoup de documentation avec Storm où ils utilisent Supervisor D. Ça marche bien, on l'a utilisé au début. On est passé à Monit, qui est un super watchdog. Voilà. Maintenant que je suis passé à Monit, personnellement, j'aimerais bien le garder. Alors, c'est simplement un watchdog, hein. Il permet de récupérer un process qui est mort, de le checker qu'il est mort et de le redémarrer. Par contre, il a un DSL qui est absolument superbe. Alors, voilà un fichier pour supervision de Redis. Je regarde le process Redis Server. Alors, je regarde s'il y a un PID file qui existe là. Voilà. Donc là, vous tunez Monit pour regarder ce fichier toutes les, je sais pas, tant de secondes, tant de minutes. C'est vous qui voyez. Derrière, je lui dis que si ça casse, pour le starter, voilà le script que tu lances. Pour stopper, c'est le script que tu lances. S'il y a 2 restarts dans les 3 cycles, je time out, donc je stoppe, puis j'enverrai une belle notification que ça a bien cassé. S'il y a la mémoire RAM est au-dessus de 7 Go, alors j'envoie une alerte. Attention, là, le Redis, il est pas très loin de casser.
CPU usage au-dessus de 95%, il y a vraiment quelque chose qui se passe bizarre. Donc là, je mets, si pendant 3 cycles, au bout de 3 checks, c'est toujours à 95%, je restart. Il y a quelque chose qui... Voilà. Si je teste sur le port localhost 6379, comme je vous ai dit, Redis, ça passe sur TCP, donc c'est facile de checker. Vous checkez ça, et ben, s'il n'y a rien sur le port 6379, Redis, il est mort. Donc vous le restartez. Dernièrement, s'il y a 5 restarts dans les 5 derniers cycles, 5 fois j'ai restarté, bah, je time out, c'est stop, le truc est vraiment mort. Voilà. Donc Monit, très pratique. Vous trouverez plein d'exemples pour la plupart des serveurs que vous voulez superviser. Je ne sais pas, serveur Apache, Nginx, ce que vous voulez. Il y a des fichiers d'exemples pour à peu près tous les serveurs disponibles. Vraiment bien. Alors, vous avez une interface web qui vous permet de monitorer, qui est fournie avec Monit. Donc là, j'ai Monit Service Manager. Vous pouvez cliquer sur les process, avoir des détails de consommation, l'uptime, le CPU, la RAM, et puis le nombre de fois où c'est restarté, etc. Donc, vous avez une interface web que vous pouvez mettre avec Monit. Vous avez une offre payante avec Monit pour centraliser tous les Monits de tous vos serveurs dans une seule IHM. Voilà. Voilà. En l'occurrence, nous, on ne l'a pas payé, mais voilà. Alors, pour Redis, un outil qui est primordial et que vous devez faire par batch régulièrement, c'est Redis RDB Tools, pratiquement indispensable. Je ne savais pas au début, mais maintenant je le sais bien. C'est un parseur de dump Redis. Donc Redis, par défaut, il vous crée des fichiers RDB qui sont des dumps de tout ce qu'il a sauvegardé en mémoire. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends ce dump et je le lis sur une autre machine. Comme ça, je n'ajoute pas de load sur ma machine Redis. Je le lis ailleurs, par exemple sur ma machine locale. Je lance le script Python qui est fourni par Redis RDB Tools. Il me donne un CSV de toutes les clés qui sont référencées dans Redis, le nombre d'éléments dedans et la taille occupée en mémoire approximativement. Donc ça, c'est indispensable. Vous faites un truc Excel, vous triez par size and bytes dans le nombre décroissant et vous regardez tout de suite si vous avez un leak. Bon, il a fallu d'avoir quelques leaks mémoire pour qu'on regarde comment faire, mais voilà, maintenant la bonne solution c'est ça. Vous faites ça de temps en temps, ça vous permet d'avoir un mapping et vous le faites sans charger votre Redis. Parce que les requêtes qui recherchent les clés dans Redis, ça bloque la prod. Donc keys, c'est pas à faire. Vous pouvez faire des scans, mais c'est un peu compliqué à utiliser pour récupérer le nombre de clés. Vous pouvez faire un polling de random keys. Vous avez une méthode, des outils live, je viens après, comme Redis Live, qui fait des random keys de temps en temps pour pas trop charger Redis en live. Et il regarde, il fait des stats sur des random keys. Donc ça permet d'avoir une supervision live. Le plus intéressant, c'est l'accès au slow log, de savoir quelles sont les requêtes Redis qui prennent le plus de temps, ce qui peut être intéressant pour vous. L'occupation, la fragmentation mémoire, bon, ça généralement on n'a pas trop de problèmes. Et on regarde en pourcentage, il y a tant de structures, Z7, etc. Donc ça c'est une supervision live. Alors, le désavantage, c'est que du coup ça met un peu de load sur votre Redis en cours. Bon, généralement le CPU, il n'est pas. Le throughput, pour l'instant, nous on n'a pas eu de problème là-dessus. La seule chose qui pourrait peut-être être embêtant, c'est le trafic réseau qui est juste un problème d'Ethernet. Si vous avez beaucoup d'échanges entre éléments. Debug mode best practice, donc dernière partie avec quelques petites conclusions qu'on a utilisées. Alors le single responsibility principle, qui est quelque chose de très important. Voilà, un principe pour ne pas devenir fou. C'est une architecture quand même qui est très distribuée, donc la recherche de bugs, ça peut devenir vite très compliqué. Donc surtout, ne cumulez pas les problématiques au même endroit. Parce que même les bugs triviaux ne sont pas si triviaux que ça. Alors, pour éviter un coût de maintenance élevé et s'assurer la pérennité de l'application, on va essayer de séparer correctement. Vous avez des outils comme Sonar, avec les ABAC, pour voir qu'on est bien en complexité correcte. Mais même ça, bon, c'est qu'un outil parmi d'autres. Hein. Ça n'empêchera pas un bon avis d'un ingénieur de regarder le code et de se dire « ça me semble un peu compliqué ». Voilà. Donc faites attention, dès que vous avez l'impression que c'est compliqué, probablement, vous pouvez peut-être faire mieux. Alors, des méthodes pour s'en sortir, vous pouvez décorréler l'action. Vous avez un bolt d'action d'un bolt de contrôle. Le bolt check la donnée, fait un content-based routing, puis derrière, quelqu'un s'abonnera et fera une action dessus. Donc déjà, par design, si vous faites ça, ça vous divise un petit peu le problème déjà en deux. Deuxième point, donc nous on a du Redis mémoire, c'est-à-dire qu'on doit, quand on insère, à un moment donné, il faudra virer la donnée. Donc ne le faites pas au même endroit, parce que si vous avez un bug là-dessus, bon, ça va être compliqué.
vous pouvez séparer. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a un bolt qui va servir pour insérer la donnée, et puis il y aura un autre bolt qui nettoiera soit régulièrement, soit sous certains événements, la topologie. Alors, troisième point, c'est le design pattern. Vous pouvez utiliser des tas de design patterns. Donc ça, je ne reviendrai pas dessus, mais bon, il y en a plein que vous pouvez faire pour séparer la complexité. Dernier point, c'est ce que j'en ai un peu mentionné, c'est le macro-découpage. C'est de définir plusieurs topologies. Une application peut être découpable en plusieurs topologies. Par exemple, avec le recul, notre application devrait être deux topologies, une d'insertion dans Redis et une de clean. Voilà, on devrait séparer complètement les opérations de clean, à mon goût, dans une autre topologie. Ça me permettrait déjà de séparer en deux le problème, de savoir est-ce que le bug ça vient de l'insertion, est-ce que le bug ça vient parce que je nettoie mal et que je supprime trop. Ça me permettra de m'obliger à mettre des données intermédiaires entre les deux topologies. Donc j'ai une donnée claire que je peux lire par exemple dans Redis, et pour débugger, la donnée claire est vachement importante. Ça permet de tester plus facilement. Voilà. Vous pouvez tester les inserts, les suppressions facilement, unitairement. La maintenabilité, c'est plus facile, c'est plus robuste, c'est-à-dire que si vous avez une topologie de clean qui meurt, bah, vous insérez quand même correctement et vice-versa. Enfin, voilà, alors là, ça va durer qu'un temps, parce que dans un sens ou dans l'autre, ça n'a plus trop bien marché au bout d'un moment. Ça nécessite plus de workers. Petite particularité de Storm, vous avez plusieurs topologies. Un worker ne peut servir qu'à une seule topologie. Il ne peut pas traiter plusieurs topologies. Donc, petite note. Donc, probablement, si vous faites plusieurs topos, vous voudrez avoir plus de workers. Donc, permet de faire de la pseudo-qualité de service sur les topologies. C'est-à-dire, vous déployez les topologies sur votre cluster avec 3 machines, vous dites « Ah, celle-là, elle prend tant d'exécuteurs, mais celle-là, elle en prend 2 fois moins. » Voilà. Genre de choses qu'on peut faire, avoir de l'affectation asymétrique sur votre cluster de plusieurs topologies. Vous avez une topologie qui prend 90% des workers de votre cluster et l'autre qui n'en prend qu'un worker, par exemple. Vous pouvez décider de découper comme ça. Donc ça vous permet, puis demain, vous voyez qu'en fait, cette topologie, elle demande plus, parce que le load a changé. Vous lui dites, celui-là, il prend 2 workers maintenant, et donc l'autre, il en a un de moins, etc. Donc vous pouvez réaffecter. Donc là, ça revient un peu par le design de Storm, c'est que le code métier est décorrélé de la manière dont il tourne. Et ça, c'est son avantage là. Donc, bon, je ne le voyais pas trop bien, moi, personnellement, au début du projet. Aujourd'hui, je sens que c'est vraiment comme ça qu'on doit penser en Storm, découper par partie, et après, on peut affecter les ressources comme on veut. Voilà. Alors, marquage au carbone 14, c'est une autre méthode. Vous avez des tuples qui se baladent dans tous les bolts, etc. Donc, vous ne savez pas très bien toujours ce qui se passe. Et certains bugs, parce que c'est très parallélisé, certains bugs sont très difficiles à reproduire. Donc, et pourtant, vous savez qu'il y a un effet grave au bout. Donc, vous devez le fixer. Donc, dans ce cas-là, ce qui peut vous sauver, c'est d'avoir des bons logs. Voilà, par exemple. Donc, avoir des bons logs, ça peut par exemple envoyer en tant que tuple un objet espion qui append des données. Voilà. Vous rajoutez dans chaque émission, dans votre tuple, quand vous envoyez un tuple, vous rajoutez un champ qui est un objet espion, par exemple, le nom il append, c'est un string, et il append le nom du bolt dans lequel il est passé. Donc, du coup, la donnée finale, vous savez, il est passé par tous ces bolts. Parce que plusieurs chemins mènent à Rome, souvent dans nos streams. Un tweet peut être éligible à une timeline dans notre modélisation, mais sous plein de critères différents. Donc, quand le tweet arrive dans le front-end, ce n'est pas toujours évident de savoir par quoi il est passé. Donc, le fait de rajouter un espion en plus et d'agréger ces données, c'est pas mal. Voilà. Vous pouvez aussi faire ça pour un mini-bench ou créer des traces métiers, etc. Voilà. Alors, Redis, petite note, c'est pas parce qu'on est schemales qu'on ne doit pas connaître notre store. Surtout que nous, les out of memory ont des dégâts importants, donc ça nous oblige à maîtriser ce qu'on met dedans. Et bon, le fait que ce soit pas facile, qu'on ne peut pas demander facilement en live toutes les clés d'un Redis, du coup, c'est un peu un frein à ça. Donc, c'est à nous, en amont, d'être rigoureux dans ce qu'on fait dans Redis. Donc, on doit nettoyer correctement. Donc, c'est un peu la règle du Boy Scout. Si on ajoute une entrée dans Redis, il faut tout de suite implémenter quelque chose qui va le nettoyer. D'où un peu l'idée de séparer les deux couches. Et quand je rajoute un bol d'insertion, je rajoute un bol de suppression, par exemple. Par bonne pratique, on pourrait faire ça. Il est important d'être rigoureux dans le référencement des clés. Voilà.
Parce que les leaks, au début, on ne les voit pas trop, si on n'a pas beaucoup de charge. Puis d'un coup, on a un flux énorme. Comme nous, quand on est passé d'une ligue à 5 ligues, on a eu un flux beaucoup plus gros et on a tout cassé. Donc voilà, ça peut sembler anodin, c'est peut-être un tout petit leak, mais parfois ça peut être exponentiel parce que votre tweet, il est parsé par plein d'éléments. Donc vous ajoutez peut-être un en entrée, mais vous ajoutez peut-être 10 en traitement après. Donc le sujet peut vite devenir exponentiel. Donc le leak devient exponentiel et nous casse la figure. Voilà. Alors, le format des données insérées est aussi important. Bon, c'est une petite note dans Redis. Vous pouvez impliquer que les données insérées dans Redis doivent forcément valider, je ne sais pas, si c'est du XML, des XSD, DTD, du JSON schema. Vous pouvez utiliser JSON schema pour avoir un descripteur du JSON que vous insérez dans Redis. Une bonne méthode est de séparer les tâches d'insertion des tâches de suppression. Bon, c'est ce que j'ai dit, les bols, des expos différents et peut-être des topologies différentes. Alors, les scripts Lua. Dernière petite particularité de Redis, Redis supporte Lua nativement avant de terminer cette présentation. Comme Redis est monothreadé, quand j'exécute un script Lua, aucune autre requête est faite en parallèle. Donc le script Lua est atomique. Donc c'est bien, d'une certaine manière, ça me permet de faire un log pessimiste. Je run ça, rien run, je sais que c'est atomique, donc ce que je fais est bon. Donc, par exemple, c'est comme ça qu'on fait pour le dépilement de la pile. Quelqu'un ajoute, l'application Twitter ajoute dans la liste, et l'autre, de manière atomique, il récupère l'ensemble des éléments et il supprime la clé en même temps de manière atomique. Et pour que ce soit atomique, je l'ai mis dans un script Lua. Parce que je ne veux pas faire d'optimistic locking, parce que si j'ai beaucoup de tweets qui arrivent, bah jamais il va attendre beaucoup avant de pouvoir récupérer la donnée. Voilà. Alors, Lua permet d'éviter des round trip réseau pour la bonne raison que comme vous scriptez, vous pouvez faire plusieurs requêtes d'affilée. Et que si vous les faites depuis G10 et le client Java, ça veut dire que vous faites une requête, puis vous parsez le résultat, donc ça passe par le réseau, vous faites une deuxième requête, vous renvoyez, ça revient, etc. Donc vous êtes en train de spammer le réseau. Bon, ça marche jusqu'à une certaine période. L'avantage d'utiliser un Lua, c'est que vous envoyez plein de paramètres. Le script Lua que vous avez écrit et exécuté, il peut faire N requêtes, et ça reste que interne à Redis, donc vous avez grosso modo à peu près le max de performance possible. Voilà. Alors, autre petite note, vous pouvez utiliser message pack nativement dans Lua, ce qui vous permet de compresser les données en JSON. Donc si vous faites de la compression en JSON, vous pouvez faire. Attention avec les numériques, parce que Lua, il a des limitations sur les numbers. Donc passer un certain nombre, les entiers vont être arrondis. Donc attention à ça. Et voilà pour ce retour d'expérience. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.